à tous et bienvenue dans les allées de la Halle au Grain de Blois où se croisent depuis jeudi écrivains, historiens, le grand public aussi pour les 17e rendez-vous de l'histoire avec pour thème cette année les rebelles. Alors France 3 Centre est installé ici depuis le début de la journée. Vous avez pu voir La Voix est libre en direct tout à l'heure, le journal de midi aussi. Puis maintenant, cette petite heure que nous allons passer ensemble en compagnie de Denis Gannet-Meyer. Denis, vous êtes à fond dedans déjà vous? Oui, bonjour à tous, bonjour Jocelyne. Ouais, je suis dans Poutine de Frédéric Ponce, l'auteur est juste à côté. Bah oui, c'est du lourd, hein, tout de suite, comme rebelle, on fait pas mieux. La musique, c'est vous qui avez choisi là, vous êtes sûr que pour un Eh samedi oui, après-midi, vous c'est n'avez un pas... peu... Mais oui, mais si, vous n'avez pas connu cette époque-là, Jocelyne. Non, j'étais pas née moi. Bien entendu, c'était les Sex Pistols avec ce God Save the Queen magnifique repris. Un mouvement de rébellion par rapport à la reine d'Angleterre. C'est votre côté rebelle un peu. Oui, bon, on va le savoir si vous êtes rebelle, vous, hein. C'est ce qu'on va voir. Résultat en fin d'émission. Alors justement, figurez-vous, je suis allé dans la rue il y a quelque temps pour savoir si vous, téléspectateurs de France 300, vous étiez des rebelles. Bah on regarde, on se retrouve après. C'est celui qui refuse tout droit de vivre en communauté. Quelqu'un qui est contre les choses, qui ose dire les choses. Être rebelle, je sais pas, c'est dans le tempérament. Hein. Parce quelqu'un qui n'est pas content, qui s'agite, qui fait beaucoup de choses, non? Je sais pas. Parce qu'il en a marre de ceci ou de cela, quoi, non? Parce qu'il faut pas se laisser faire dans la vie et puis voilà quoi. Faut pas se faire écraser tout le temps, c'est pas bien. Vous faites allusion Au rendez-vous de l'histoire, absolument, absolument. Oui. Bon, donc le problème, c'est la définition du terme rebelle, en fin de compte. Enfin, vous l'avez compris, il y a rebelle et rebelle. Oui, Denis qui n'a pas fini au poste du mois, pas encore, mais on n'est pas à l'abri, l'émission ne fait que commencer après tout. Alors nous on a rejoint le plateau de France 3 qui surplombe le salon du livre de la Halle au Grain avec les deux premiers invités de cette émission. Anne Blanchard que vous retrouvez au salon du livre jeunesse qui s'est intéressée à quelques rebelles célèbres, leur enfance souvent insolente, leur scolarité parfois chaotique. Et ça va sans doute intéresser aussi Gabriel Cohn-Bendit, pédagogue, militant pour une éducation alternative, rebelle, il faut bien le dire, même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec l'étiquette. Vous nous direz pourquoi. Bonjour à tous les deux en tout cas. Bonjour. Anne Blanchard, vous écrivez pour de jeunes lecteurs, notamment cette encyclopédie des rebelles insoumis et autres révolutionnaires et l'encyclopédie des cancres rebelles et autres génies. On y trouve entre autres Beethoven, Bolivar, Trotsky et chez les cancres Lincoln, Einstein, et oui comme quoi. Qu'est-ce qui vous inspire dans ce thème chez ces personnages un petit peu atypiques ? Au départ, je ne suis pas tombée sur la notion de rebelle comme telle. Je me suis d'abord intéressée au cancre. Le cancre, c'est quelqu'un qui dit non dans un cadre bien précis, qui dit non aux normes telles que l'école veut les lui imposer, l'école ou les règles de l'éducation qu'on lui impose. Et ce qui m'intéressait sur je me suis rendu compte à travers les noms de ces cancres combien le nom pouvait être riche, productif et créateur de pas mal de choses. Donc finalement, après avoir travaillé sur les cancres, je me suis posé la question et je me suis dit, plutôt que de toujours montrer une histoire positive qui montre que les choses s'enchaînent comme ça peut être aussi intéressant de montrer aux jeunes lecteurs, toujours à travers cette saisie très modeste de petits portraits qui jouent la proximité, mais qui sont quand même qu'on ne dessine qu'après avoir fait de sérieuses recherches, etc. Mais ce qui m'intéressait, c'était de montrer aussi qu'on pouvait écrire l'histoire en partant de ces gens qui avaient dit non. Alors pas toujours dans un sens très moral, mais c'était intéressant de montrer ça aux jeunes lecteurs. Et vous partez souvent de leur enfance. Est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce qu'on peut deviner que ces enfants deviendront un peu plus tard des rebelles ou des cancres? Alors, dans un lieu comme les rendez-vous de l'histoire, encore moins qu'ailleurs, on peut comme ça s'amuser à comparer l'enfance de Spartacus, celle d'Akhenaton et celle de Marie Curie ou de Churchill.
bien sûr, ça n'a pas de sens. Après, on va retrouver quelques grandes tendances. Par exemple, sur les rebelles politiques, on va se rendre compte parce qu'on est rebelle, on n'est jamais rebelle comme ça dans l'absolu, on est rebelle dans un contexte, on va se rendre compte qu'on va avoir soit des gens qui s'opposent parce qu'ils n'ont vraiment pas le choix, parce qu'ils sont de conditions serviles, par exemple. Je pense à Spartacus, dont je vous parlais déjà, je pense à Toussaint Louverture, ou alors, assez souvent, chez les rebelles politiques, on va se rendre compte qu'en réalité, je veux chagriner personne, mais il y a beaucoup d'héritiers dans les rebelles. C'est-à-dire qu'on va finalement avoir beaucoup de personnages qui vont avoir fréquenté la rébellion très tôt parce que tout simplement ils auront eu un père ou une mère qui déjà s'intéresse à la politique quand même. Et les rebelles cancres, ceux qui sont un petit peu inadaptés à l'école, ceux qui rêvassent près du radiateur, il y en a, c'est assez surprenant. Einstein, par exemple, c'était la cata à l'école, qui l'eût cru? Oui, alors Einstein, c'est la légende et c'est bien de parler des légendes. Einstein, en réalité, il parle très tard. C'est surtout ça le problème. Et Einstein, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dialoguer avec l'institution. Il n'arrive pas à dialoguer avec les professeurs en général. Et puis, comme tous les cancres ou presque, il y a toujours un prof quelque part qui va le sauver en lui disant « Vous n'êtes peut-être pas à votre place ici, mais retentez donc ce que vous êtes en train de faire, ne l'abandonnez pas, mais allez le faire ailleurs dans un autre cadre. » Et c'est ça l'histoire des cancres, c'est aussi une formidable déclaration d'amour aux profs, parce que tous ces personnages, quelque part, s'ils ont pu quand même faire ce pourquoi ils étaient, enfin ce qu'ils avaient envie de faire en tout cas, c'est parce qu'il y a toujours eu une belle rencontre au-delà d'un choc avec l'institution, avec les règlements, avec tout ceci. Il y a toujours des belles rencontres humaines. Gabriel Cohn-Bendit, je le disais, vous êtes militant d'une éducation alternative, connu notamment pour la fondation du lycée expérimental de Saint-Nazaire. Que vous inspire cet ouvrage dont on vient de parler sur les petits rebelles, les réfractaires au système et qui réussissent quand même? Alors d'abord deux choses, l'hommage aux profs, au pluriel. Vous appréciez? Il y a des profs, et j'en suis remarquable, tout ce qu'on voudra, mais on est une petite minorité, voire une infime minorité. Donc Einstein a eu la chance d'en rencontrer un sur la masse qui n'avait rien vu. Bon, d'ailleurs, à propos d'Einstein, je rappellerai une belle phrase de Jacquard qui a dit « Moi, je suis rentré à Polytechnique en France parce que j'étais un élève docile et travailleur, hein, c'est tout. » Et après, il dit « Mais Polytechnique, combien ça a donné de prix Nobel, hein? Un. L'école polytechnique de Zurich, dans laquelle a été Einstein, 26 prix Nobel. Et on y rentre comme dans un moulin. Donc on peut peut-être réfléchir à notre système éducatif, hein, dont le summum c'est Polytechnique, hein, c'est les meilleurs, et qui ne donne aucun prix Nobel. D'ailleurs, La créativité de notre système éducatif. D'ailleurs, il me semble que vous avez rencontré hier Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, qui était là pour inaugurer la manifestation. Vous lui aviez dit ce que vous en pensiez ? Mais bien sûr, non seulement je lui ai dit, mais hier on n'a pas eu le temps, mais elle a reçu une lettre ouverte que je lui ai envoyée le jour de la rentrée que Libération a publiée. Et je lui ai dit, je n'ai jamais reçu de réponse. Elle dit, comment? Mais j'avais dit à mon... Bon, et on a pris rendez-vous, elle a dit à quelqu'un de son cabinet, il va falloir qu'on se voie. Je lui ai offert mon livre. Ça sert à ça voilà. aussi, les rendez-vous de l'histoire. Alors Mais elle connaît. Vous avez défrayé la chronique à plusieurs reprises. Hein. Votre prise de position la plus retentissante, c'était peut-être l'affaire Forisson. Vous êtes toujours pour que s'expriment des thèses négationnistes et vous n'avez pas été très bien compris à l'époque par le grand public. Être rebelle, ça se paye? Oui, être rebelle, ça se paye quand... défendre becs et ongles le fait que toute censure, pour quelque idée que ce soit, est à combattre, y compris les idées révisionnistes. On combat les idées révisionnistes et négationnistes, on ne les interdit pas. Les idées racistes se combattent, ça ne sert à rien de les interdire, hein, et de les sanctionner par des punitions. On discute avec les gamins, pourquoi tu t'exprimes comme ça, hein, sale feuge, sale rebeu, etc. Qu'est-ce que ça traduit? On essaye de travailler ça à l'école. Hélas, l'école ne sert pas du tout à ça. Mais je suis contre toute interdiction d'idées. Hein. Les coups, les actes, c'est autre chose. Alors vous partagez quand même avec votre frère Daniel Cohn-Bendit une étiquette de rebelle qui vous colle à la peau. Vous ne pouvez pas trop vous en défendre. Et pourtant, le mot, vous ne l'aimez pas trop. Pourquoi? Non, parce que comme tous ces mots, gauche, droite, rebelle, hein, il y en a d'un côté et de l'autre. Zemmour est un rebelle. On n'a pas grand-chose en commun. Hein.
les gens de l'OAS, on l'a rappelé dans une table ronde, ont été des rebelles. Hein. Moi qui ai porté des valises pour le FLN, j'étais un rebelle. Donc, rebelle en lui-même ne veut pas dire ce contre quoi on se rebelle, ni ce pourquoi on se rebelle. C'est pour ça que je dis, bon, d'accord, on n'est pas dans la norme, on ne fait pas ce qu'on attend de vous, mais ça peut être très différent et on peut être à 10 000 lieues les uns des autres. Quel serait pour vous l'engagement, l'acte, allez, disons le rebelle par excellence, selon vous? Ah, je ne sais pas. Non, il n'y a pas d'acte rebelle. Il y a en politique. Moi, ça a été dans le domaine de l'école. Il y a sur la vie privée. Je veux dire, le grand combat, le mariage pour tous, moi j'étais un peu piégé pour ça, parce que pour le mariage pour personne, je trouve que c'est une institution, la pire qui soit. On reparlera du mariage plus tard dans cette émission, vous allez voir. Je me suis battu pour le mariage pour tous, parce que j'ai un fils homo, et il m'a dit je ne peux même pas refuser le mariage puisque je n'y ai pas droit. Donc pour pouvoir refuser le mariage, je me suis battu pour qu'il ait le droit au mariage, et maintenant il dit non au mariage. Ah ben voilà, ça permet de se rebeller un petit peu. Merci en tout cas Gabriel Cohn-Bendit, vous êtes un fidèle de Blois, vous avez donné hier une conférence avec votre frère Daniel, il y avait énormément de monde. On retrouve votre dernier ouvrage pour une autre école sur le stand des éditions Autrement. Anne Blanchard, vous êtes au Salon du Livre Jeunesse et en plus des ouvrages dont on a parlé, vous venez présenter votre livre sur une autre rebelle, Rosa Luxembourg, aux éditions Actes Sud Junior. Merci à vous. Également. Alors on va retrouver à plusieurs reprises dans cette émission Franck Ferrand, historien que vous entendez sur Europe 1 et qui présente sur France 3 l'émission L'ombre d'un doute. Il nous parle des rebelles dans l'histoire, de ceux qui lui sont chers et d'abord de Voltaire, à la fois courtisan et critique du pouvoir. Mais oui, c'est possible. Voltaire n'a pas toujours été un rebelle. Voltaire, ne l'oublions pas, c'est quand même l'homme des salons, c'est l'historiographe du roi, c'est celui qui va faire sa cour de la manière la plus plate qui soit d'ailleurs, à l'une des favorites de Louis XV, pas la moindre, à Madame de Pompadour, pour essayer d'être bien en cour. C'était même son idéal. Il fera la même chose ensuite avec le roi de Prusse, Frédéric, et de manière épistolaire avec la grande Catherine. Et pourtant, les années passant, la maturité venant et peut-être cette angoisse de la mort qui chez lui se traduisait, vous savez, par cette peur de la maladie, il était toujours colérique, toujours de mauvaise humeur. Le temps passant, on va voir Voltaire s'intéresser aux grandes causes. Et il va devenir, peut-être un peu malgré lui, le défenseur de la veuve, de l'orphelin. Il est celui qui va prendre fait et cause pour Calas, pour Sirven, un peu plus tard évidemment pour le pauvre chevalier de la Barre. Et il écrira ce merveilleux ouvrage qui peut-être est une des bibles des grands rebelles de l'histoire, c'est-à-dire le cri du sang innocent, qu'il écrit peut-être un peu tard, mais qu'il écrit avec son propre sang et avec ses larmes. Il y a une sincérité dans ce combat, même s'il y a toujours chez Voltaire une part d'égotisme. Il y a surtout une volonté de faire advenir ce qui pour lui doit triompher de tout, c'est-à-dire la vérité. Ah, il est passionnant, Franck Ferrand, et nous le retrouverons tout à l'heure avec une flamboyante rebelle. Alors, les rendez-vous de l'histoire de Blois attirent chaque année quelques 40 000 visiteurs à peu près. La plupart viennent pour des conférences. Il y en a des dizaines par jour. Elles sont vraiment très prisées. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux arriver tôt. Pas comme Denis Gannet-Meyer qui attend toujours le dernier moment, mais qui tente quand même. C'est son côté rebelle, encore une fois. Oui, Jocelyne. Alors là, je suis rentré dans le grand hémicycle de la Laugrain de Blois, parce que vous le savez, il y a le salon du livre, il y a les dédicaces des auteurs, il y a tout ça, mais il y a aussi des conférences, on vient débattre. Et ici, il y a une conférence. Alors, on est rentré, on va peut-être se faire jeter, hein. Pas peur, Charlie, ça va? T'as pas peur? Non, bon, c'est bon. Alors, venez avec moi, venez, on va découvrir, c'est blindé, hein. C'est blindé. Il faut dire que le terme est particulièrement intéressant puisqu'il s'agit des rebellocrates. On va savoir un peu plus ce que c'est. Regardez la salle, venez voir. Apparemment, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de bien. Voilà. Regardez la salle, on est en pleine conférence. Voilà, il y a Marcel Gaucher sur la gauche, il y aura Émeric Caron, il est en retard, Émeric Caron, enfin bon, c'est pas grave. J'ai peut-être une surprise pour vous d'ailleurs tout à l'heure par rapport à Émeric Caron. Venez, ça siffle, ça débat fort. On va descendre dans la salle un petit peu. Voilà. On va descendre un petit peu. Venez avec moi. On va aller dire bonjour à quelques personnes qui sont là.
puisque c'est sur France 300, écoute, je vais déranger peut-être le monsieur. Je sais pas s'il va trop aimer que je le dérange pendant qu'il écoute. Ce sont bien les rebellocrates dont on parle là. Les rebellocrates, là. Oui. Alors, on voulait savoir, c'est quoi un rebellocrate pour vous? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Vous écoutez. Voyez, on se fait à moitié jeter quand même. Je vais demander à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, on va aller voir quelqu'un d'autre. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. Je voulais vous demander, c'est quoi un rebellocrate en 2 mots? Oh, c'est une vraie question. Le rebellocrate, cette personne, je ne sais pas. Justement, je viens voir pour savoir exactement, pour avoir une idée. Très bien. Alors, bonne conférence. Ça se passe bien? Pour l'instant, oui, mais c'est un peu tendu. C'est un peu tendu? On dirait. C'est le but, c'est le but. Bon, allez, on va sortir, on va laisser tout le monde discuter des rebellocrates. On a un peu compris, bien entendu, que les rebellocrates sont des gens qui sont rebelles à l'extérieur, mais pas du tout à l'intérieur. Bien, alors, là maintenant, Jocelyne, on va découvrir Francis Chevrier. Bah oui, c'est le patron, c'est le taulier, comme on dit ici des rendez-vous de l'histoire. Il n'est pas facile à coincer. On a réussi cette semaine à le voir quelques instants et lui en poser quelques questions sur les rebelles et particulièrement son rebelle préféré. Bah on l'écoute, Francis Chevrier. Écoutez, c'est vrai que pour ma part, j'ai une grande affection, un grand respect pour Voltaire et sa fameuse phrase « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire ». Si on reprend la définition du rebelle, selon moi, qui est de protester contre l'ordre établi, notamment, eh bien, c'est quand j'ai manifesté en faveur du mariage pour tous, dans la rue. Voilà, je pense que là, je me sentais un peu rebelle à l'ordre établi, puisque la loi n'était pas passée. Un rebelle de la région, écoutez, un rebelle de la région, en tant que Blésois, j'aurais tendance à penser un petit peu, puis je ne pense pas qu'on faire beaucoup d'ennemis, parce qu'il est mort il y a longtemps, mais au duc de Guise, après tout. Bien sûr qu'il y a des faux rebelles, des gens qui font profession de rébellion, mais qui sont au fond finalement, qui n'entendent absolument pas remettre en cause l'ordre établi. Le rebelle de l'année, oh là, j'aurais tendance à décerner un petit peu un prix, une rébellion collective à tous ces gens qui se sont rebellés à un moment en Ukraine, sur la place Maïdan, à cet ordre qu'on leur préparait et qui ont dit non. Alors c'est sans doute mon éducation britannique, mais j'ai une petite affection pour les Sex Pistols et leur fameux Happy Hours. Voilà, Francis Chevrier, directeur de ces rendez-vous de l'histoire, qui dévoile un côté rebelle qu'on ne lui connaissait pas jusque-là. On va garder précieusement cette image, ça peut toujours servir. Et maintenant, en bref et en images, la petite gazette du festival. Le temps fort de la journée d'hier, c'était la conférence inaugurale donnée par Marcel Gauchet, philosophe et historien. Une conférence intitulée « Qui sont les acteurs de l'histoire » et qui a fait beaucoup parler déjà cet été. Édouard Louis, écrivain, et Geoffroy de la Gasnerie, philosophe et sociologue, avait lancé une pétition et un appel au boycott des rendez-vous de l'histoire en raison de la présence de Marcel Gauchet, jugé trop réactionnaire, pas assez rebelle à leur goût. Marcel Gauchet était bien là, les deux jeunes rebelles, eux, ne sont pas venus. Ils se sont au moins offert un petit coup de pub. L'image du jour, ce sera tout à l'heure à 16h30 ici à la Halograin. Pour la première fois, un Premier ministre en exercice participe au rendez-vous de l'histoire. Manuel Valls participe à une table ronde sur son modèle politique absolu, Georges Clemenceau. Manuel Valls, groupie du Tigre, ce sera donc l'un des temps forts du jour. Et pour ne rien manquer du festival, rendez-vous sur notre site internet centre.france3.fr. Certaines conférences sont retransmises en intégralité. Et ici, nous faisions maintenant un petit tour du côté du Salon du Livre. 300 auteurs, 200 exposants. Il s'y passe toujours quelque chose. Est-ce que vous y trouvez votre bonheur, Denis ? Ah, vous voyez que je suis là. Je suis retombé en enfance. Je suis bien, regardez, on fait plus gros. Hop,
Aïe, je me suis fait un petit peu mal. Non, c'est fait pour les Non, têtes ça vous va d'enfants. bien. Mais oui, je suis retombé en enfance. Vous savez, je suis un rebelle de l'enfance. Moi. Alors justement, on est au salon du livre de l'enfance et on va aller chercher notre invité qui est très occupé. Alors c'est très drôle, vous allez voir comment ils organisaient ça. Parce que les gens qui sont sur le salon du livre pour enfants, ils sont habillés en... Robin des Bois, bah bien sûr, rebelle parmi les rebelles. Voici Sarah qui s'occupe de ce stand, ce grand stand. Alors première question, Sarah, les enfants sont rebelles? Les enfants sont les premiers rebelles, dès le plus jeune âge. Et du coup, on a ici plein de livres à leur proposer pour qu'ils puissent trouver dans l'histoire ou dans une époque tout à fait contemporaine de quoi s'identifier. Bon alors, il y a de toutes sortes de littérature. Il y a quoi? Littérature pour les petits, pour les ados Voilà. Pour les plus petits, c'est compliqué quand même de cibler des choses, mais bon, on a des choses sur les chevaliers, sur les pirates, on trouve des choses historiques pour les plus petits. Et puis après, pour les ados, évidemment, on peut balayer toute l'histoire depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, trouver des figures historiques pour parler des rebelles, de la rébellion dans l'histoire. Alors, vous nous avez amené 2-3 livres. Alors, qu'est-ce que vous avez gardé là? Alors aujourd'hui, on peut parler de l'encyclopédie des Oui, rebelles. on en a parlé tout à l'heure, Voilà, absolument. Ça c'est super parce que ça recense plein de rebelles de façon ludique, Absolument. amusante et en même temps très documentée et sérieuse. Ouais. Donc voilà, ça permet. Alors, et c'est à destination des ados? Voilà, pour les ados. Tout à fait. Alors, entre nous, Sarah, les ados, c'est des rebelles. Hein, Les ados sont des rebelles. ceux qui nous regardent là. Ils savent, et qui ont un ado, ils savent très bien de quoi on parle. Je pense que oui. Oui. Vous êtes sorti de l'adolescence, vous Ah oui, depuis longtemps. Oui. Autre chose, peut-être, un autre livre. Alors après, il y a la collection. Ah oui, elle est très sympa. Ceux qui ont dit non. Oui, montrez-nous à la caméra. Oui. Une collection chez Actes Sud qui propose de retracer l'histoire autant de leur vie que de leurs actions. De ces figures, en fait, ces grands noms de l'histoire qui ont dit non à un moment et qui se sont rebellés. Voilà. Alors, est-ce que l'on trouve de la bande dessinée aussi pour rebelles? La bande dessinée pour rebelles existe. Nous n'en avons pas ici au stand jeunesse, mais il y a un stand bande dessinée où ils ont fait une très belle sélection de bandes dessinées sur les rebelles. Alors Sarah, moi j'ai remarqué quelque chose quand même, c'est que les mamans, quand elles sont avec leurs enfants, elles sont aussi rebelles que les enfants. Elles poussent, elles déplacent. Les mamans sont terribles aussi. Hein. Je pense que tout le monde est un peu rebelle, maman ou pas, adulte ou pas, enfant ou pas, on est tous... voilà. Alors on va vous demander, comme on a posé la question à beaucoup de personnes, c'était quoi votre acte de rebelle quand vous étiez petite? Je pense que j'ai souvent dit non et je pense que j'ai souvent voulu aller à l'encontre de ce qu'on me demandait de faire, mais je pense que tout le monde le fait un peu. Alors justement, ça tombe bien ce que vous venez de dire parce que on a rencontré Franck Ferrand. Franck Ferrand cette semaine et il a parlé d'une petite fille qui est devenue une grande rebelle. C'est une question. Alors, vous devinez qui c'est? Non, dites-moi. Une grande rebelle, il y a longtemps déjà. Non, dites-moi. Qui est un symbole. Non, dites-moi. Pour la France. Dites-moi. Elle est rebelle, hein. Jeanne d'Arc, on écoute Franck Ferrand. Jeanne d'Arc possède en elle cette espèce de feu, c'est le moment de dire de feu sacré, qui brûle tout sur son passage. Elle a cette incandescence, vous savez, il suffit de lire, et c'est la très grande chance que nous avons, c'est d'avoir les propos même de Jeanne grâce à son procès, le procès en condamnation à Rouen, et puis indirectement grâce au procès en réhabilitation. Quand vous lisez ses réponses au juge, quand vous voyez l'espèce d'aplomb extraordinaire, cette certitude chevillée au corps, vous vous dites qu'il y a là une force morale impressionnante. Eh bien, cette force morale, elle a su la mettre au service du renversement d'une situation. Il y avait un ordre établi, ou pour être plus exact, un désordre établi. Elle est arrivée, elle a bousculé tout ça, et elle a surtout, ce qui a été sans doute pour beaucoup dans sa réputation à travers les siècles, elle a été celle qui a fondé un repère. Jeanne d'Arc, c'est le repère. Une femme qui bouscule tout dans son domaine, en voilà une autre. Au rendez-vous de l'histoire, il y a un débat sur les lanceurs d'alerte comme Edward Snowden, Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. À ces noms qui émergent de l'actualité, on a voulu rajouter celui d'Irène Frachon, à l'histoire d'un médecin ordinaire qui s'est dressé contre le plus influent des laboratoires pharmaceutiques français, celui de l'Orléanais Jacques Servier, fabricant pendant plus de 30 ans du Mediator à Gidy dans le Loiret. Retour sur l'histoire et le combat d'Irène Frachon avec Delphine Cros.
Je ne suis même pas cardiologue et avec les moyens d'un pneumologue de province, j'ai pu démonter cette tromperie et prouver la toxicité du Mediator. Donc ça se faisait comme ça. Il suffisait d'accepter de sortir la tête du sable. Pour comprendre le combat du docteur Irène Frachon, il faut remonter en 1996. Interne en pneumologie, elle voit des patientes avec des insuffisances cardiaques et respiratoires. Pour perdre du poids, toutes prennent de l'isoméride. Après des mois de bagarre, ce médicament est interdit. 10 ans plus tard, Irène Frachon lit dans la revue Prescrire un article sur le Mediator. Même famille de molécules, même laboratoire, même danger. Le Mediator agit sur le cerveau et coupe la sensation de faim, mais il produit une toxine qui se fixe sur les valves du cœur. L'aspect des cordages est complètement différent, avec un épaississement. Ils sont englués dans une substance fibrosante, blanche, et à l'évidence, ça va gêner complètement le fonctionnement de cette valve. Elle décide de se battre. Elle questionne ses confrères et regarde les dossiers des patients. La petite pneumologue de province affronte le scepticisme des autorités médicales. Mais un jour, ce chiffre tombe, 500 à 1000 décès imputables en France au Mediator. En 2009, première victoire, le médicament est interdit. C'est pas possible, que des gens meurent parce qu'ils sont exposés massivement à un médicament inutile et toxique et qu'on sait que ce médicament est inutile et toxique depuis 10 ans. Si c'est pas scandaleux, je sais pas ce qui est scandaleux. Le combat n'est pas fini, des malades souffrent. Pour eux, elle décide d'écrire un livre. 650 victimes portent plainte. En mai 2012, le procès s'ouvre, mais les avocats du laboratoire le font ajourner. Un an plus tard, revoici le scandale du Mediator au tribunal. Irène Frachon est plus que jamais mobilisée pour que les victimes obtiennent réparation. Mais là encore, le procès est reporté d'1 an. Ça va laisser le temps à Servier de continuer à tromper les victimes du Mediator en leur refusant des indemnisations aux civils, puisque finalement Servier prétexte l'absence de condamnation au pénal pour ne pas assumer ses responsabilités au civil. En 2014, Jacques Servier décède. Pour la pneumologue, l'affaire Mediator continue. Le laboratoire aurait causé la mort de plus de 2000 personnes. Les sociétés auxquelles il était intimement lié doivent répondre de ces actes. Il y a plus de 20 personnes mises en examen. Donc la justice suit son cours. Il faut que les victimes le sachent. C'est extrêmement important. Une nouvelle audience doit avoir lieu. Le bras de fer continue. Irène Frachon fait plier le premier groupe pharmaceutique français. Elle mérite bien son surnom de Docteur Courage. De retour sur notre plateau à la Halle au Grain de Blois, un lieu central de ces rendez-vous de l'histoire où il y a d'ailleurs beaucoup de monde cet après-midi. Vous le voyez sans doute sur ces images de notre réalisateur Pascal Gervais. Daniel Tartakovsky nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Université Paris 8, spécialiste de l'histoire politique de la France au XXe siècle et historienne des manifestations. Vous avez animé tout à l'heure une conférence intitulée « Les droites peuvent-elles être rebelles ?» Alors pourquoi est-ce qu'on pense spontanément que la manifestation, la protestation, c'est l'apanage des mouvements de gauche ? Oui, alors d'abord, il n'y a pas d'adéquation entre le terme de rebelle et le terme de manifestation. Mais effectivement, ma présence ici tient à ce que j'ai fait un travail sur les manifestations à la droite de l'échiquier. Et il apparaît que contrairement à une idée reçue, les droites sont descendues dans la rue dès les premières heures de la République et qu'elles y sont restées de façon épisodique, mais souvent avec une très grande efficacité. Dernier exemple en date, la manif pour tous. Dernier exemple en date de manifestation évidemment réussie, celle de 1984 pour la défense de l'école libre. Plus complexe dans ses effets, la manif pour tous. La manif pour tous, on en voit quelques images. Hein. C'était dimanche dernier. Qu'est-ce qui fait que ce mouvement, il a pris et qu'il dure ? Bon, ce qui est effectivement, c'est un mouvement qui indéniablement naît sur un fond d'inquiétude, inquiétude de nature diverse, avec dans les milieux catholiques le sentiment d'une remise en cause de lois naturelles, de lois présumées naturelles sur l'espèce.
Donc le sentiment qu'il y a un grand désordre du monde, hein, d'une certaine manière, on entendait cette expression dans un de vos reportages antérieurs, face auquel il est nécessaire de rétablir un ordre naturel des choses. Vous parliez des catholiques, ils ont un rôle important dans ces Oui, je manifestations. crois que les seules grandes manifestations de masse qui se soient développées à la droite de l'échiquier politique, je dis bien la droite de l'échiquier politique, les catholiques ne sont pas de droite par essence, ce sont des manifestations dans lesquelles les catholiques étaient impliqués. Et pour quelle raison sous des formes organiques différentes. Il s'est agi en 1925 de la défense de l'école libre. Il s'est agi en 1984 de la défense de l'école libre. Il s'agit, ces mois derniers, ces semaines encore, de la défense de la famille. Je dirais un point commun à ces trois manifestations, à ces trois types de manifestations, le sentiment que les familles sont remises en question dans leur droit à transmettre les valeurs qui sont les leurs, soit par l'école, soit dans le cadre de la famille. On voit là quelques images de la manifestation pour la défense de l'école libre 24 juin 84 entre 1 et 2 millions de personnes qui marchent vers la Bastille à Paris. On sait que ces chiffres ne veulent rien dire. Hein. Mais c'est quand même des chiffres très importants. Mais c'est des chiffres très importants. Et certainement peut-être la manifestation la plus réussie, non, des mouvements de droite, la plus importante. C'est équivalent à ce qui s'est passé en 1984. C'est à l'évidence de très grosses mobilisations. La mobilisation, elle est inscrite dans la mémoire militante à gauche. Le côté contestataire des droites, on a l'impression qu'on l'oublie un peu, comme s'il était un peu difficile à assumer, peut-être une sorte d'illégitimité. On l'oublie d'autant plus que la droite n'assume pas le rôle qu'elle fait jouer épisodiquement à la rue. Il y a eu en France des manifestations qui ont remis en cause, sinon le régime, du moins les gouvernements. Je pense évidemment à 1934, mais je pense aussi au 13 mai 58. Les manifestations que nous évoquons ont remis en cause des lois. Il s'agit donc de manifestations qui ont ébranlé dans leur tréfonds les institutions. Or, les droites se donnent comme des forces d'ordre. Donc, elles tiennent simultanément un discours sur l'illégitimité de la rue. La rue ne gouverne pas, hein, rappelons-nous. Et elles sont tout aussi bien capables d'user de la rue avec beaucoup plus d'efficacité, je dirais, que les forces de gauche dans certaines circonstances de notre histoire. D'où une ambivalence qui est un frein à la construction d'une mémoire et d'images. En quelques mots, vous êtes sur ce plateau depuis quelques minutes, vous avez secoué la tête à chaque fois qu'on a employé dans un reportage le mot rebelle. Pourquoi est-ce que ça ne vous plaît pas, tout comme à Gabriel Cohn-Bendit d'ailleurs? Non, c'est pas que ça ne me plaît pas, c'est que moi, je travaille sur les phénomènes collectifs, je travaille sur les mobilisations collectives. Je pense que le mot rebelle, qui est un mot qui, en France, est chargé d'un imaginaire parce qu'il puise dans les révoltes et les rébellions paysannes des 18e et 19e des 17e et 18e siècles, n'est pas un terme qui me paraît éclairant pour analyser les mutations politiques que nous connaissons. Pour moi, c'est un phénomène d'esthétisation de la politique et je crois que c'est un terme qui nous perturbe. Merci beaucoup Daniel Tartakovsky. Voilà qui est clair, on essaiera de limiter le mot rebelle dans cette émission. On vous retrouve au Salon du Livre ici avec votre ouvrage Les droites et la rue, l'histoire d'une ambivalence de 1880 à nos jours. C'est aux éditions Découvertes. Puisqu'on parlait de la voix de la rue, tous rebelles individuellement? Pas forcément. Denis Gannet-Meyer vous a posé la question, regardez. Une rebelle, ouais. Je suis révoltée sur cette planète, ouais. C'est quoi votre question? Est-ce que vous êtes un rebelle? Non, je suis pas un rebelle. Parce que j'ai pas beaucoup de temps en fait. Donc, c'est pour ça que vous n'êtes pas rebelle. Voilà, exactement. Merci. Je suis quelqu'un qui est habitué à... Enfin, je m'accoutume, je reste dans les règles habituelles. Je me rebelle pas beaucoup, non. Quelquefois, contre mes parents aussi. Je me considère comme quelqu'un qui respecte les lois. Est-ce que dans la vie, il vous arrive quelquefois d'être rebelle? Je suis toujours beau, moi. Non, rebelle. Ah, rebelle. Ah, ouais, d'accord. Ça a passé à la télé. Oui, ça dépend pourquoi, mais effectivement, je peux l'être. Quoi qu'on fasse, de toute façon, on n'est pas entendu, donc ça sert à rien. Monsieur est un rebelle de la vieillesse, parce que ça se voit pas qu'il a 82 ans. Hein. Oui. Hein, oui. 82. C'est un rebelle de la vieillesse, voilà. Ouais, mais non, Denis, on voit pas non plus que vous faites pas vos 28 ans.
Quand on parle des rebelles, on n'oublie pas les artistes, bien sûr, hein. Les musiciens, finalement, rebelles depuis des siècles. Vous m'avez entendu, mince. Oui, je vous ai largement entendu. Je suis avec une nouvelle invitée, c'est Florence Tamagne, universitaire à Lille. Bonjour Florence. Bonjour Denis. Elle a un trac énorme hein, de passer à la télévision. Alors, on va parler du rock des années 50 aux années 70, c'est votre spécialité. Vous travaillez sur un ouvrage là-dessus, hein, c'est ça en ce moment? Oui, actuellement sur rock, jeunesse et politique, une histoire comparée du rock en France, en Angleterre et en Allemagne. Voilà, donc c'est du lourd et on va en parler dans quelques instants. En revanche, on a fait par rapport aux musiciens, c'est vrai, les musiciens ont toujours été un peu des rebelles. Alors voici un survol de certains musiciens rebelles. On va remonter très loin et revenir de nos jours. On regarde. La musique adoucit les mœurs, pourtant elle est souvent un étendard de rébellion. Si pendant quelques instants nous écoutons les mots des notes, alors nous comprendrons. Commençons par le divin Mozart, excentrique, décalé, un génie troublion, n'acceptant que très peu toute forme d'autorité que celle de son art. Poursuivons avec Gustav Mahler, génie lui aussi, qui est en guerre constante avec ses pères, ses femmes et sa religion, il mourra pourtant soumis aux frasques de son épouse. Lui qui trouvait que les oiseaux chantaient faux. Éric Satie, dadaïste, anticonformiste, qui faisait de la musique en forme de poire. Dans nos terres du centre, l'incroyable Gaston Coutet, poète libertaire et chansonnier de la misère qui fait boire. Puis la TSF et ses grandes ondes libèrent les rebelles. La liste devient alors impressionnante. Ferrat, Ferré, ces anarchistes Gréco, Gainsbourg qui brûlent le fric. Aucun Boeing sur mon transit. Puis d'autres continents, comme ces douces et 12 mesures du blues, des Noirs américains, et leur lente et douloureuse rébellion de la couleur de peau. Puis le rythme s'accélère avec le rock'n'roll, et il se déchaîne au sens propre, les Stones, les Doors, les Sex Pistols, le mouvement punk du non-futur. Oh Lord, won't you buy me? Ils se rebellent et se drapent dans les acides de la vie. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin et ce club de rebelles qui se donne rendez-vous à 27 ans pour quitter le monde, avec une dernière signature, celle de l'énigmatique souffrance d'Amy Winehouse. Sans oublier les rappeurs enchaînés d'or et autres combattants des mots, les slameurs, rebelles qui disent non aux méandres de la crise, comme un clin d'œil aux poètes chanteurs de la fée verte. Oui, ils disent non. Souvent dans une solitude de révolte, parfois avec eux-mêmes. Les musiciens sont souvent des rebelles et utilisent la force de la longue vibration des cordes pour faire s'évader leur refus d'être comme les autres. Alors en musique, comme ailleurs, les génies seraient-ils tous des rebelles? Oui, voilà une question intéressante à savoir, est-ce que les artistes en général et les génies en général sont des rebelles? Alors je suis avec Florence Tamagne. Florence, et vous trouvez pas, regardez bien Florence, le visage de Florence, pas le mien, hein. Elle ressemble un peu à Janis Joplin, moi je trouve. Hein, il y a un petit côté Janis Joplin, non? J'espère ne pas finir comme elle. Oh bon, je vous le souhaite pas, dans le club des 27, ce serait une horreur. Justement, on l'a évoqué tout à l'heure. Alors vous vous êtes spécialisé, vous, dans le rock entre les années 50 et 70. Pourquoi avoir choisi ce créneau? Parce qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Oui, bon déjà c'est la naissance du rock, bien sûr. C'est une période de bouleversement. Enfin, il faut replacer ça dans le contexte. Quand le rock arrive, la société, alors qu'elle soit américaine, qu'elle soit européenne, c'est encore une société très conservatrice. Du point de vue des rapports familiaux, des rapports de sexe, de genre, on reste quand même sur la virginité pour les filles avant le mariage et pour des relations qui sont extrêmement normées. Quand le rock arrive, tout ça est très bouleversé. Oui. Ah oui, alors c'est ça. C'est-à-dire que en dehors de la musique, en dehors des textes même, de la rythmique de la musique, parce qu'il y a quand même eu le jazz avant qui a pointé son nez, hein, c'est ça. Et à ce moment-là, la sexualité devient une forme supplémentaire de rébellion.
Alors c'est pas que à ce moment-là c'est une forme supplémentaire de rébellion. On avait déjà eu, vous avez mentionné le jazz, mais par exemple Frank Sinatra, on a eu des émeutes. Le 12 octobre 44, il y a 70 ans, 30 000 jeunes filles prennent d'assaut Times Square pour aller l'écouter. Si, donc un anniversaire. Donc à ce moment-là, vous avez les Bobby Soxers, elles portent des petites soquettes blanches et pourtant elles semblent changer complètement la perspective que l'on a sur les jeunes fans féminines. Donc ce n'est pas une nouveauté, mais par contre il y a des changements. Le fait d'aborder des thématiques qui étaient totalement exclues dans la musique blanche, qui étaient abordées dans la musique noire, mais la musique noire a été diffusée sur des radios à part, on était encore en pleine ségrégation. Là, on va commencer à aborder des thèmes qui étaient tout à fait tabous. Alors bien souvent, on édulcore malgré tout les paroles de chansons, il y a la censure, les DJ sont parfois poursuivis justement parce qu'ils abordent des thématiques qui paraissent scandaleuses, qui risquent de corrompre la jeunesse. Donc on est dans une atmosphère qui est une atmosphère de bouleversement. La BBC également va censurer des titres des Stones que l'on a vus tout à l'heure. Mais petit à petit, c'est vrai que les esprits vont se libérer, les mentalités évoluent. On voit à la télévision des choses qu'on n'a jamais vues. En 56, Elvis est encore censuré, Elvis de Pelvis, il est filmé au Ed Sullivan Show, mais uniquement à la taille. Ensuite, on va voir des choses qui vont le faire paraître pour extrêmement modéré. Ah oui, je m'en souviens, il me revient certaines images. Merci. Alors, il sort quand? Très très vite, il sort quand le livre? J'espère l'an prochain, mais il faut qu'il soit terminé. Bon, il faut faire une deuxième année sur les rebelles et vous revenez l'année prochaine. Merci pour votre connaissance de cette période géniale et magnifique dont je me souviens un petit peu quand même. Merci Denis, on vous laisse entre vous. Maintenant, au rendez-vous de l'histoire, vous savez, il n'y a pas que les nourritures de l'esprit. Des cuisiniers blésois jouent le jeu aussi des dîners historiques qu'ils proposent ce week-end dans leur restaurant. Nous, on s'est faufilé dans les cuisines de Bernard Charret, c'est à Larçay près de Tours. Ardent défenseur de la cuisine slow food et des produits du terroir, c'est sa manière à lui d'être rebelle. Corinne Bianrosa et Pierre-Dominique Lepay. Bonjour. Salut. Voilà. Chez Bernard Charret, la cuisine est une histoire de copains. L'histoire de ceux qui n'aiment pas les sentiers battus. On ne choisit pas d'être rebelle, je crois pas. Enfin, ça veut dire que tu veux juste te faire remarquer par une façon de faire. Donc en fait, ce mot, pour moi, il est très récent. C'est on m'a déclaré rebelle. Mais en fait, non, je ne suis pas rebelle. Je fais ce que je crois qu'il faut faire. Dans la bande, Michel, ex-ingénieur, reconverti en producteur de fromage. Je ne vais jamais dans une grande surface. Je ne sais pas ce que c'est. Ça fait 20 ans que je n'ai pas été dans une grande surface. Et je propose autre chose. Voilà. Ça, peut-être que là, oui, effectivement, on peut parler de militantisme. Quant à Thierry, le pêcheur de Loire, il fait le menu du jour avec son barbeau, ce gros poisson disparu de nos assiettes. Que ce soit du légume, de la viande, du poisson, l'éthique, elle est la même. Et ça crée une certaine communauté qui fait qu'on se sent bien, qu'on n'hésite pas aussi à dire les difficultés qu'on a. Au bout de la chaîne, notre cuisinier, adepte du manger vrai, comme il dit. Du bio, rien que du bio, produit autour du restaurant. Une philosophie basée sur un respect profond de la nature. C'est pas un modèle, hein, c'est pas de dire que ce que font les autres, c'est pas bien. Moi, il n'y a que comme ça que j'y arrive, quoi. Comme j'ai jamais eu de produit congelé, mais jamais pas un, j'en congèle pas, j'en achète pas. Jamais un produit en boîte et jamais un produit qui arrive de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si j'ai besoin de poitrine fumée, ben, je vais acheter un cochon ou un morceau de cochon à Guillaume, que je vais le saler et que je vais le fumer. Mais c'est moi qui l'ai fait. Bernard Charret cuisine à l'instinct et dans l'instant. Pas de menu, il faut s'en remettre à l'inspiration du chef. Une façon de faire qui dérange parfois. J'ai envie vraiment de revoir le mot gastronomie. Le mot gastronomie, c'était un mot sympa. Mais je veux dire, on peut apprécier la nourriture à tous les niveaux. On n'est pas obligé d'avoir fait de la musicologie pour apprécier un morceau de musique. Et là, c'est pareil, on a donné une image de la gastronomie trop élitiste. Et il faut que j'arrive à passer, moi, le cap de devenir plus abordable, tout en ayant les mêmes produits, les mêmes saveurs et en étant porte-parole du monde paysan.
Notre chef amorce donc un virage vers une cuisine plus simple. Que les puristes se rassurent, la forme change, les convictions restent. Voilà, après cette pause gourmande, retour sur notre plateau à la Halle aux Grains de Blois. Quand la société donne tous les droits à l'homme au 19e siècle, quelle place pour les femmes enfermées dans le carcan du mariage, soumises, trompées, infidèles, indépendantes, rebelles assurément. Bonjour Evelyne Bloch-Dano. Bonjour. Vous êtes écrivain, féministe peut-être, on peut dire ça ? Oui, pourquoi pas. En tout cas, vous avez beaucoup écrit sur les femmes, notamment Madame Zola, Alexandrine de son prénom, George Sand et Flora Tristan aussi. Ce sont toutes les trois les héroïnes de la conférence que vous allez donner tout à l'heure. Épouse et maîtresse de l'acceptation à la rébellion, c'est donc leur vie conjugale qui nous intéresse là. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces trois femmes, pour vous ? Alors, elles ont en commun d'avoir été mariées. Et d'avoir été mariée à une époque où le divorce n'existe pas. En tout cas pour les deux premières, pour Madame Zola, à la fin, elle pourrait éventuellement choisir de divorcer. Ça, c'est vraiment la chose primordiale à savoir. 1816-1884, le divorce est supprimé. Et donc considéré comme un poison révolutionnaire, donc on n'en veut plus. Oui, voilà. Et même le Code civil avait maintenu le divorce, mais en 1816, c'est supprimé. Et ça, c'est au fond un petit peu la base pour comprendre, je dirais, même un certain nombre de nos romans. Après tout, si le divorce avait existé, Madame Bovary aurait peut-être choisi tout simplement de divorcer. George Sand et Flora Tristan, elles n'avaient pas le choix, mais elles se sont rebellées. Oui, elles se sont rebellées. Alors, elles n'avaient pas le choix. Je pense que dans leur situation, peut-être d'autres femmes auraient subi les maris qui, sinon les trompaient, du moins pour les deux, buvaient, les ont parfois maltraitées. Mais en tout cas, elles se sont rebellées ouvertement. D'abord sur un plan individuel, Flora Tristan partant sur les routes avec ses enfants sous le bras, si j'ose dire, puis en allant au Pérou. Et puis elles se sont aussi rebellées, je dirais, sur un plan plus large, en écrivant et en affirmant certaines idées sur les conditions féminines. Alexandrine Zola, elle est restée, elle était trompée. Zola avait une autre vie avec sa jeune lingère à qui il a fait 2 enfants. Elle en a pris son parti. C'est finalement aussi une posture qui va contre la norme, ça. Alors, elle en a pris son parti. Ça n'a pas été facile. Et elle a songé justement à divorcer et partir. Elle a fini non seulement par accepter le compromis, et en restant l'épouse officielle, mais elle ira beaucoup plus loin, puisqu'après la mort de Zola, c'est elle qui continue à verser la pension à la maîtresse d'Émile Zola. Elle s'occupera des enfants, c'est elle qui leur donnera le nom de Zola. S'il y a des descendants aujourd'hui de Zola, c'est grâce à madame et pas grâce à monsieur. Et je dirais même qu'elle ira beaucoup plus loin, puisque lors du transfert des cendres de Zola au Panthéon, eh bien, elle exigera que Jeanne Rosereau et les enfants soient avec elle lors de la cérémonie officielle. Main Donc, dans la main avec liberté l'ancienne maîtresse. de penser. Puisqu'on parle des femmes rebelles, c'est un écho quand même tout ça dans l'actualité. On pense à Valérie Trierweiler, trompée, rebelle. Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, cette affaire ? Écoutez, j'ai lu le livre et je vais peut-être surprendre beaucoup de gens, mais je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Et je pense qu'il ne faut peut-être pas se fier uniquement à ce qu'on en entend. Et on retrouve un certain nombre de thèmes, et en particulier celui de la légitimité. Comme si c'était le mariage, encore aujourd'hui, qui donnait la légitimité à un couple, à une compagne, et en particulier à la femme, parce que c'est bien le problème de la femme. Alors, rébellion, j'en sais rien, vengeance peut-être, mais en tout cas, ça peut donner à réfléchir. Merci beaucoup Evelyne Bloch-Dano. En tout cas, toutes les références des livres que j'ai cités tout à l'heure sont sur notre site internet. Et vous, on peut vous rencontrer au Salon du Livre. Et puis tout à l'heure, 17h, épouse et maîtresse de l'acceptation à la rébellion. C'est la conférence que vous allez donner à l'université. Merci de nous en avoir donné un petit avant-goût. Merci. Au revoir. Alors on reste dans le monde de la littérature parce que décidément, on n'arrive pas à faire décoller Denis Gannet-Meyer du Salon du Livre. Il faut dire que pour discuter avec des écrivains, des éditeurs, il n'y a pas meilleur
master en droit. Denis, il a d'ailleurs fait une rencontre intéressante avec un scénariste, metteur en scène, bientôt oscarisé, s'il vous plaît, oui. Oui, Jocelyne, je suis à nouveau dans le Salon du Livre. Allez, on va rencontrer une personnalité en France. Pardon, monsieur, excusez-moi, je suis désolé, c'est les aléas du direct, quelquefois, surtout quand on marche en arrière, avec Jean-Claude Carrière. Tiens, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va pas mal du tout. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Claude Carrière, plusieurs questions sur vous. Difficile à classer, personnage étonnant. Pourquoi me classer? Rebelle, ah oui, alors voilà. Oui, mais un peu rebelle à la classification, voilà. On peut dire ça comme ça. Non, moi, je n'ai jamais eu aucun plan de vie ni d'écriture. Ce qui m'intéresse, j'essaie de l'écrire en trouvant la bonne forme, cinématographique, théâtrale ou simplement d'un livre. Et puis c'est tout, ça se limite à ça, je n'ai pas de théorie là-dessus. Alors, vous venez ici de présenter 2 livres. Hein. Oui, c'est mon dernier livre chez Odile Jacob, L'Argent, ainsi que celui qui avait précédé, Le Réveil de Buñuel. C'est les 2 livres qui sont là. Et je suis venu parce que c'est la 3e fois que je viens ici au Rendez-vous de l'Histoire. J'aime beaucoup cette manifestation. J'aime beaucoup rencontrer les gens. Vous savez, les auteurs n'ont que ce genre d'endroit pour rencontrer les lecteurs. Sinon, ils sont toujours tout seuls, soit devant une feuille blanche, soit maintenant devant un écran blanc. Alors, je reviens sur la rebellitude, comme on dit, hein, c'est un mot qui traîne. Quel est l'acte le plus rebelle que vous ayez fait dans votre vie? Je ne me présente pas du tout comme un rebelle ni comme un révolté. Je crois que l'acte le plus salutaire pour moi a été de refuser d'être metteur en scène de cinéma, de rester scénariste, ce qui m'a permis d'écrire dans d'autres territoires, dans d'autres domaines et sous d'autres formes. Mais ce n'est pas vraiment une rébellion. Je ne crois pas que la rébellion en soi soit quelque chose de positif et de absolument nécessaire. Il faut simplement toujours s'adapter. Il ne faut jamais accepter les choses comme elles sont, ni rêver qu'elles soient comme nous pensons qu'elles devraient être. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais... Ah oui, non, mais bon, c'est toujours une leçon de philosophie avec vous. Merci Jean-Claude Carrière d'avoir accepté notre invitation. La prochaine fois alors. Très vite. Oui, mais très vite. Sans problème. Merci à vous. Voilà, Jocelyne, on ferait bien un selfie avec Jean-Claude Carrière, mais j'ai pas l'appareil, on le fera une autre fois. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci Denis. Alors parmi les auteurs invités, il y a beaucoup d'historiens bien sûr, mais ce n'est pas parce qu'on écrit sur les rebelles que l'on en est un soi-même. Ce serait même assez mal vu de contrarier l'histoire d'après Franck Ferrand. Ce que je constate assez souvent, c'est que les auteurs même qui s'intéressent aux grands rebelles de l'histoire, qui vont tresser des lauriers à Clémenceau ou à Churchill, sont ceux qui, dans la pratique même de leur art, se montrent parfois un peu conventionnels. Et lorsque vous avez, c'est mon cas, et je dirais c'est mon cas pour mon malheur, car contrairement à ce que pensent certains, je ne le fais pas pour le plaisir. Lorsque vous avez le mauvais goût de sortir un peu des rails, d'aller butiner ailleurs et d'essayer d'émettre un certain nombre de vérités qui ne sont pas les vérités établies, qui ne sont pas les vérités officielles, eh bien, croyez-moi, vous en prenez plein la figure. Je prendrai un exemple de cela. C'est ce qui m'est arrivé avec l'affaire Corneille-Molière. J'ai fini par découvrir l'incroyable force des arguments de ceux qui expliquent la part qu'a prise Corneille dans l'œuvre de Molière. Sauf qu'on n'a pas le droit de toucher à Molière. Il est le grand mythe national, on est dans la langue de Molière, n'est-ce pas? Et à partir du moment où vous remettez un peu, ne serait-ce qu'un tantinet en cause, l'édifice institutionnel, vous devenez non seulement le mouton noir, mais un peu l'homme à abattre. Donc le rebelle en histoire n'a pas toujours droit de citer, et il faut toute la puissance des médias, c'est cette chance que j'ai, que n'ont pas certains de mes confrères, pour être capable de surmonter j'allais dire le diktat, c'est un peu sévère, mais en tout cas l'injonction des institutions. Et voilà, c'est pas toujours facile d'être historien et rebelle. Et c'est donc avec Franck Ferrand que l'on referme cette émission. Merci à nos invités, à ceux qui nous ont aidés à la préparer, les équipes techniques d'Orléans, de Rouen aussi. Et merci à Denis aussi. Denis, on avait rendez-vous, je vous rappelle. Oui, j'étais au café littéraire. Ça vous a inspiré quoi, tous ces invités rebelles qu'on a eus là? Une grande réflexion. La rébellion est-elle dans la nature humaine? Vous avez
4 heures. Ah oui, si vous avez fini avant, je vous recommande le journal de 19h présenté par Emmanuel Tixier, toujours ici en direct de Blois. Les rendez-vous de l'histoire qui se poursuivent jusqu'à dimanche soir, Denis. Oui. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon week-end et surtout, soyez rebelles comme nous. À bientôt sur France 3 Centre, peut-être. The fascist regime